je m'appelle Bernie, et donc je suis ici au RNP pour la 3e fois et je suis formateur en ce qu'on appelle la permaculture humaine, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'aspect humain de la permaculture appliquée à l'humain. Ouais. Et en fait, quand on se rend compte des éthiques en permaculture, donc il y a 3 éthiques, dont un, prendre soin de l'humain, de soi-même et des autres, et puis aussi la répartition, le partage équitable, qui est aussi un aspect humain. Et puis prendre soin de la terre. Voilà, donc ça c'est les 3. Ouais. Donc, du coup, dans les 3, il y en a déjà 2 qui sont en rapport avec l'humain. Et même prendre soin de la terre, en fait, ça ne se fait pas tout seul. Donc, forcément, la notion de collectif et de prise en soin du facteur humain est quelque chose qui a toujours existé dans la permaculture, mais qui n'est pas tellement connu en fait, parce que les gens, quand on leur parle de permaculture, ils pensent plutôt à la production de légumes, de fruits, l'aménagement du sol, le compost, etc. Mais en fait, quand on regarde la fleur permaculturelle, on voit bien qu'il y a des pétales dans tous les domaines de la vie en fait. La permaculture, c'est vraiment un style de vie, une philosophie, une manière d'être comme consommateur, consommer de manière responsable. Tous les actes qu'on fait dans la vie, en fait, ils peuvent être en rapport avec la permaculture. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est de trouver des outils qui répondent aux principes d'éthique, aux principes de conception, à la philosophie permaculturelle. Et il y a des tas d'outils qui ne sont pas labellés, qui n'ont pas une étiquette de permaculture, mais en fait qui en font partie parce qu'ils répondent aux critères, quoi. Comme par exemple la relation authentique qui vient des États-Unis, qui s'appelle Authentic Relating, et donc c'est comment être pleinement soi-même en relation avec les autres. Et du coup c'est un outil qui est très puissant, qui permet aux gens de se connecter à eux-mêmes, à leurs sensations, à leurs émotions, à leurs idées, à leurs suppositions aussi, et de pouvoir les exprimer et les partager avec quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est des va-et-vient entre soi-même, qu'est-ce qu'on ressent, etc., et puis écouter ce que l'autre personne ressent, quelles sont ses émotions, quelles sont ses idées, quelles sont ses suppositions à valider. Donc ça, c'est un outil que j'ai découvert assez récemment, il y a 1 an environ, et que j'ai tout de suite intégré dans mes formations en permaculture. Et généralement, les gens aiment beaucoup parce que dans le quotidien, on a souvent des discussions assez superficielles. Et comment tu vas, quel temps fait-il, et des choses comme ça. Mais on va rarement en profondeur pour vraiment découvrir qui est l'autre personne. Et la relation authentique, c'est un moyen par jeu de rôle, en fait, de permettre de découvrir qui on est soi-même déjà, à travers nos ressentis, nos émotions, etc. Et qui sont les autres. Et comment se mettre en relation de manière authentique avec l'autre, avec les autres. Voilà. Et un autre outil que j'ai introduit aussi dans la permaculture, ce sont les cercles d'empuissancement ou les ateliers d'entraide affectologique. C'est 2 noms différents pour le même. Et ça a été quelque chose que j'ai découvert à la collective de Chalvagne par quelqu'un qui s'appelle Jérémy Bémont, qui a mis ça au point et qui s'est développé un petit peu partout en France. Et en fait, le cercle d'empuissancement, le but, ça mène à la souveraineté émotionnelle, c'est-à-dire comment prendre en charge nos affects, nos émotions, nos ressentis, etc., pour trouver des pistes pleinement satisfaisantes qui permettent de traiter ces affects et de ne plus se sentir affecté. C'est pas que l'affect il soit mauvais, hein. L'affect il est une indication de ce qu'on ressent quand on est en contact avec son environnement. Et l'idée c'est
de prendre en charge cet affect et de trouver des pistes pleinement satisfaisantes pour le faire disparaître. Il va réapparaître peut-être, mais au moment où il est là, si c'est un affect par exemple qui est lié à la tristesse, à des émotions de tristesse, de colère, de peur, etc., on parle de râlage à ce moment-là, et bien c'est de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution à son râlage. Et le cercle d'empuissancement, en fait, il utilise l'intelligence collective du groupe pour aider chacune à trouver des pistes pleinement satisfaisantes pour répondre aux affects qui nous animent. Et la pleine satisfaction, en fait, elle a 3 critères. Le premier critère, c'est un critère de joie, c'est-à-dire que trouver une piste, mais qui n'est pas joyeuse à mettre en œuvre, n'est pas satisfaisant, n'est pas pleinement satisfaisant. Pour que ce soit pleinement satisfaisant, il faut que la personne ait de la joie à la mettre en œuvre. Aussi, il faut que cette piste soit efficace, que la personne pense que ça va marcher, qu'en l'appliquant, cette piste-là, bien l'affect va disparaître. Et la troisième chose, c'est qu'elle doit être en capacité à la mettre en œuvre, la personne. Donc la capacité, l'efficacité et la joie de la mettre en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est les 3... Alors il y a tout un processus avec, je dirais, un cadre assez strict, parce que cet outil-là, il a évolué, il a été expérimenté de nombreuses fois, et donc au fur et à mesure, on a créé un cadre pour le rendre le plus efficace possible, pour traiter le plus de râlage ou régalage dans un atelier qui dure en général 1h30. Donc ça, ce sont par exemple 2 outils que j'ai introduits dans la permaculture relationnelle. Et il y a d'autres outils que j'utilise dans la permaculture, comme la toile de conception. Et la toile de conception, c'est un outil de conception appliqué à la permaculture humaine. Il y a des outils de conception qui sont appliqués au terrain, au design de terrain, à la conception de terrain, de lieux de vie, etc. Ici, on est plus dans un outil humain et qui permet de concevoir le bien-être individuel, collectif ou planétaire. Donc on peut l'utiliser à 3 niveaux différents. Moi je l'utilise surtout en accompagnement et en formation au niveau individuel, comme par exemple faire le design de vie, ou au niveau collectif, faire le design d'un collectif. Et comment ça se passe? En fait, il y a 12 points d'ancrage. Et l'idée, c'est de passer à travers les 12 points d'ancrage, dont les 3 premiers sont plutôt liés au démarrage d'un projet. Donc quand on veut concevoir quelque chose, alors les choses qu'on peut concevoir sont par exemple concevoir le rangement de sa maison, concevoir une relation, concevoir des vacances qu'on veut passer quelque part, concevoir un stage, concevoir une réunion. Donc il y a des choses qui sont très petites et très ponctuelles, et puis il y a concevoir une vie, concevoir sa vie. C'est-à-dire voir où on veut aller, où on veut évoluer. Et donc c'est très large, ça touche un domaine très très large, individuel, collectif ou planétaire. On commence par les 3 premiers points d'ancrage sont la vision. Donc, la vision, c'est un peu l'objectif, l'intention, pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut obtenir. Et il y a différents outils qu'on peut mettre en œuvre pour développer sa vision, pour préciser sa vision. Puis il y a les ressources. Bon, ça, alors on fait appel parfois aux 8 capitaux humains, qui est une notion qui a été développée dans permaculture humaine aussi, et qui sortent un petit peu des habitudes, des ressources qui sont financières ou humaines, etc. Il y a d'autres capitaux que ça, le capital naturel, il y a le capital expérientiel, il y a le capital relationnel, etc. Donc il y a des tas d'autres capitaux qui existent que financiers ou humains. Et puis, après les ressources, on a les limites. Les limites, ce sont plutôt les croyances, les choses qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Et du coup, l'idée, c'est de les transformer, de transformer ces limites-là en besoins. Parce que dès qu'il y a une limite, en fait, il y a un besoin qui s'exprime ou qui peut s'exprimer derrière la limite. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et après ça, on peut aller visiter le point d'ancrage des schémas comportementaux. Et dans les schémas comportementaux, il y en a qui sont utiles
et il y en a qui sont nuisibles. Et là, les schémas comportementaux, c'est très important, comme les limites d'ailleurs, mais les schémas comportementaux, c'est vraiment quelque chose qui s'applique à l'humain. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser la toile de conception dans des projets humains. Les schémas comportementaux, c'est en fait l'idée de transformer des spirales d'érosion en spirales d'abondance. Une spirale d'érosion, c'est une spirale qui s'auto-alimente et qui se détériore. Donc un comportement qui se détériore suite à l'enchaînement de différents facteurs. Je peux donner un exemple qui est bien connu, c'est par exemple le fait des gens qui sont déprimés, du coup parce qu'ils sont déprimés ils mangent beaucoup, parce qu'ils mangent beaucoup ils prennent du poids, et parce qu'ils prennent du poids ils sont encore plus déprimés. Là on est dans une spirale d'érosion, c'est un exemple. Et ben, l'idée c'est par exemple de sortir de cette spirale d'érosion, d'aller vers une spirale d'abondance, de transformer, par exemple de proposer aux personnes qu'est-ce qu'elles sont capables de faire pour casser la spirale d'érosion et intervenir et changer son comportement pour aller vers une spirale d'abondance, par exemple commencer à faire du sport, qui dit faire du sport, avoir des hormones, de la dopamine, des hormones de plaisir, de jouissance, et puis du coup se sentir mieux et du coup faire plus de sport, etc. Et on peut partir dans la spirale d'abondance. Évidemment, toute spirale peut avoir des excès, hein, même les spirales d'abondance. Hein. Mais l'idée, c'est de rester dans un certain équilibre. Après, il y a le point d'ancrage idée. Et dans idée, par exemple, c'est toutes les choses qui sont au-delà de la vision, je dirais, et qui dépassent la vision, mais qui sont des choses qu'on ne va pas forcément mettre en œuvre, mais vers lesquelles on peut tendre. Hein. Et ça donne une direction au projet qui dépasse la vision et qui fait que parfois on va arriver au-delà de la vision parce qu'on s'est fixé un objectif plus large, plus loin. Après ça, on a comme point d'ancrage les principes. Alors c'est à la fois les 12 principes de conception en permaculture, observer, interagir, avoir une production, etc. Et aussi, il y a 26 principes d'émergence culturelle qui s'ajoutent à ça et qui sont en fait une manière de voir le projet sous un certain angle. Sous l'angle des principes de conception, sous l'angle des principes d'émergence culturelle, et ça donne une autre dimension au projet. Ensuite, il y a le point d'ancrage intégration. Donc, les 3 premiers, c'est plutôt la conception, le début, l'initiation du projet. Les 3 suivants, c'est la phase adolescente. Et ensuite, à partir de l'intégration, on passe dans la phase adulte. Et l'intégration, c'est un peu faire le résumé, l'ensemble de tout ce qui a déjà été parcouru, de voir un petit peu quels sont les besoins qui ont été réalisés à travers le projet qu'on a déjà réalisé, quels sont les besoins qui n'ont pas encore été satisfaits, et du coup de mettre un focus sur cela, de se focaliser sur cela, et de faire des associations aussi entre les éléments, les systèmes, les fonctions, etc. Qui sont des principes, des notions de permaculture sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. Ensuite, il y a l'action, le point d'ancrage action. Le point d'ancrage action, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place tous les éléments qu'on a préalablement définis, comment est-ce qu'on va les mettre en place sur un calendrier par exemple, en fonction des ressources, en fonction de la vision, les objectifs qu'on veut atteindre, en tenant compte des ressources, de nos limites, etc. Et comment est-ce qu'on va les mettre en place dans un calendrier. Et l'élan, c'est comment est-ce qu'on va garder l'énergie, l'envie d'avancer sur des projets qui sont plus longs. Il y a des projets très courts, on peut faire des quick design, comme on appelle ça, des conceptions rapides. Et à ce moment-là, en 1 heure, on peut faire une toile de conception facilement. Et puis il y en a qui seront des designs de vie, qui seront des grands projets, ou la construction d'une maison par exemple. Et ça peut prendre du temps. Et pour garder l'élan, pour ne pas se décourager, on peut se fixer des objectifs intermédiaires qu'on célébrera aussi au fur et à mesure, et pour nous donner l'énergie de continuer. Et donc les 3 derniers points d'ancrage, ce sont des points d'ancrage je dirais, aînés ou de personnes
ayant la maturité. Et là, en fait, c'est à la fois des points d'ancrage de réflexion, réflexion sur le processus, réflexion sur où on en est, réflexion sur comment je me sens, réflexion sur, voilà, réflexion sur tout ce qui se passe au niveau de la conception. Il y a aussi des moments de gratitude, donc c'est très important de célébrer tout ce qui a été réalisé. Et ensuite des moments de pause pour se reposer, se recharger, etc. Donc avec ces 12 points d'ancrage-là, on peut concevoir pratiquement tout ce qu'on veut. Et je dirais qu'il y a une magie derrière cet outil de toile de conception parce que c'est en le faisant, en le mettant sur papier, en visitant les points d'ancrage que des tas d'idées apparaissent, qu'une certaine dynamique se met en œuvre, une certaine énergie apparaît qui s'auto-alimente pour la réalisation du projet. Et c'est vraiment un processus à vivre pour le ressentir et pour en être imprégné et avancer. Donc ça c'est. Alors cet outil-là, je le donne en formation et il est aussi présent dans le livre qui s'appelle La permaculture et nous, qui est traduit de l'anglais par moi-même et édité par moi-même, par Permasens. Et c'est la toile de conception, c'est l'outil maître du livre. Voilà, c'est un manuel d'utilisation de la toile de conception dans tous les domaines, hein, individuel, collectif et planétaire. Dans les activités que je propose, il y a des formations qui concernent tous les gens, à partir des enfants jusqu'aux adultes et aux aînés. Et aussi il y a des accompagnements, alors qui peuvent être individuels ou collectifs, des accompagnements de collectifs pour créer de l'émergence culturelle. L'émergence collective, pardon. L'émergence culturelle, c'est au niveau de la planète. L'émergence collective, c'est au niveau d'un collectif. Je dirais que l'émergence collective, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, dans le mot émergence, il y a la création, la conception, quelque chose qui est lié à la vie, qui sort de terre. Et il y a deux polarités. Il y a une polarité qui est connue. On sait, par exemple, quand on plante une semence d'une courge, par exemple, on sait qu'en principe, elle va donner des courges. Ce qu'on ne sait pas, il y a une partie inconnue. Et ce qu'on ne sait pas, c'est combien de courges, quelle forme elles vont avoir, etc., etc. Et donc dans l'émergence, dans le mot émergence, il y a ces deux facteurs qui sont d'une part quelque chose de connu qui va sortir. Quand on forme un collectif, on sait qu'on va être réunis ensemble, qu'on va faire des choses ensemble. Mais il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Qu'est-ce qui va naître comme relation peut-être intime dans le groupe? Quelle est la joie qui va naître du groupe, quelle est l'énergie qui va en sortir, quels sont les projets auxquels on n'avait pas pensé au départ qui vont émerger. Donc il y a des tas de choses qui sont inconnues et en fait l'émergence collective, ces stages ils sont expérientiels, c'est-à-dire que la manière dont moi j'essaye de transmettre les différentes activités, les différents domaines, c'est d'abord de les faire vivre à travers le corps. Parce que le corps, il est intuitif et il ressent les choses d'une certaine manière qui ne trompe pas en quelque sorte. D'abord de les faire vivre dans le corps, ensuite de les faire expérimenter par des jeux de rôle ou par des exercices, et en troisième lieu seulement partager la théorie ou les principes ou le processus. Et comme ça, en faisant de la sorte, je trouve que c'est beaucoup plus ludique. Enfin, généralement, les gens apprécient parce que c'est une pédagogie beaucoup plus ludique et moins dogmatique et classique, traditionnelle, qui s'ouvre aux intelligences multiples. Donc en essayant de faire des choses par le corps, en utilisant d'autres intelligences que l'intelligence intellectuelle, en utilisant l'intelligence émotionnelle, l'intelligence logique, toutes les formes d'intelligence qui existent, à côté de l'intellectuel qui est surutilisé dans notre société. Et on évalue les gens que à ce niveau-là, alors qu'il y a moyen de les évaluer par tellement d'autres domaines, artistiques aussi, créatifs. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser les intelligences multiples, d'utiliser le mouvement, d'utiliser le corps pour vivre les outils
de gouvernance partagée, de vivre ensemble, de résolution de conflits, de facilitation, de prise de décision dans un collectif. Le cercle d'empuissancement et les ateliers de relations authentiques, tous ceux que j'ai donnés jusqu'à présent, j'ai toujours eu presque une unanimité au niveau de la qualité de ce que les gens ont appris, de ce qu'ils ont apprécié, aussi la joie avec laquelle ils ont fait l'atelier. Je pense que ce sont deux ateliers qui sont très puissants et qui sont applicables et déclinables dans toutes les cultures, dans tous les collectifs, et que ce sont des outils à faire connaître. Parce qu'en permaculture, ils ne sont pas forcément connus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent la collective de Chalvagne et qui connaissent le réseau des gouttes d'eau ou qui connaissent Jérémy Bémont. Et eux, ils sont en contact avec, par exemple, les cercles d'empuissancement. Mais la relation authentique, c'est pas là que ça se fait ailleurs. Les outils qu'on va visiter, notamment, que je n'ai pas cités, c'est le rêve du dragon. J'ai aussi une formation dans le rêve du dragon. On va visiter le travail qui relie. On va visiter des éco-rituels. On va visiter le Eat Shields aussi, qui est en fait un programme de connexion à la nature, connexion à l'autre, inspiré des Amérindiens. On va visiter aussi des constellations systémiques. C'est un peu comme les constellations familiales, mais on travaille plus avec des objets, avec des concepts. Voilà, je pense j'en ai sûrement oublié, mais la gouvernance partagée évidemment, ça c'est quand même l'outil central de mes stages d'émergence collective. Donc c'est la gouvernance partagée, ça inclut tout ce qui concerne le vivre ensemble. Que ce soit la prise de décision, que ce soit la gestion de conflits, que ce soit la facilitation, que ce soit trouver la raison d'être d'un collectif, que ce soit trouver les valeurs d'un collectif, etc. Donc tous ces éléments-là, en fait, font partie de la gouvernance partagée. Donc c'est quelque chose de très général. Donc là, par exemple, on utilise des outils qui sont empruntés à l'Université du Nou, qui sont empruntés à l'instant Z, et à la sociocratie, l'holacratie, voilà. Donc ouais, je pense que j'ai probablement... Alors on va aussi utiliser tout ce qu'il y a, donc comme j'expliquais, des intelligences multiples, le corps, on va utiliser le chant, on va utiliser la danse, le mouvement, on va utiliser la musique, voilà, on va utiliser par exemple des outils de Eat Shields comme les cercles de gratitude. On va utiliser des outils comme raconter des histoires de ce qu'on a vécu, qui sont aussi inspirés des Eat Shields amérindiens. On va utiliser l'errance dans la nature, la connexion à la nature, connexion profonde à la nature, des rituels de différentes formes pour honorer tous les éléments de la nature, honorer les autres, honorer nos ancêtres, honorer les directions, honorer tout ce qui est vivant dans ce monde. Et donc ce sont des ateliers très dynamiques, je dirais, où on ne reste pas assis toute la journée par terre ou sur une chaise. On bouge, on partage nos intentions, on fait beaucoup de moissons. Moisson, c'est la réflexion. Donc après chaque atelier, on a un temps d'échange sur comment ça s'est passé pour moi, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a été plus difficile, qu'est-ce que j'ai appris. La moisson, c'est un élément essentiel de la pédagogie. Donc d'abord, c'est partager, ça c'est un peu le système de l'association consciente. En fait, l'association consciente, c'est quelque chose qui se déroule en 4 étapes. Dans l'association consciente, en fait, la première chose qu'on fait, c'est qu'on partage l'intention. Pourquoi on fait cet atelier-là, pourquoi on va faire cette activité-là. Ensuite, une fois qu'on a partagé ça, il y a les conditions. Quelles sont les conditions? Combien de temps va durer l'atelier? On va le faire dans quelle pièce? Avec combien de personnes? Etc. Et puis on vit l'atelier. Donc on vit la relation, on vit l'activité. Et après, on fait une moisson. Et on regarde dans la moisson si, d'une part, les intentions qu'on avait au départ ont été rencontrées. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce qu'on a appris? Et donc ce processus-là d'association consciente, en fait, c'est aussi quelque chose qui est inspiré de la collective de Chalvagne. C'est aussi quelque chose qu'on utilise beaucoup dans les stages.
On utilise aussi des processus de décision qui sont assez originaux, avec source, noyau, papillon. Alors, ce processus de décision qui est assez organique, c'est quelqu'un a une idée, ça ne marche pas pour tout, mais pour des choses, des activités qu'on va faire ensemble, etc., ça marche très bien. Quelqu'un à la source a une idée. Voilà. Je veux par exemple construire une toilette sèche, ou je veux par exemple faire un atelier de massage. Je suis la source, j'ai l'idée. Je demande au groupe qui est noyau pour faire cette activité-là. Alors les noyaux, ce sont des gens qui vont s'engager, qui vont soutenir la personne source et qui vont aussi décider des conditions dans lesquelles va se faire l'atelier. Et puis il y a les papillons. Et les papillons, c'est ceux qui pensent qu'ils vont peut-être participer. Il faut juste les tenir informés, mais ils ne vont pas participer à la conception, aux conditions, aux décisions qui sont prises, et ils ne vont peut-être pas venir. À partir du moment où on a source et noyau, et qu'on a suffisamment de noyaux, si la source dit j'ai besoin de 3 ou 4 noyaux pour faire cet atelier, et qu'il y a 3 ou 4 noyaux, l'atelier aura lieu, avec ou sans les papillons. Et ça, c'est une manière très organique et très rapide de prendre une décision qu'on peut mettre en place dans n'importe quel collectif. Alors, on ne va pas faire ça pour décider sur la stratégie ou sur la raison d'être, les valeurs, etc. Mais on peut faire ça pour des activités, pour plein de choses qui sont plus légères, quoi. Et on décide en un clin d'œil. Ça va très vite. On fait des cercles de désir à ce moment-là. C'est-à-dire que chacun, dans un cercle de désir, quand je parle d'émergence culturelle, j'en ai parlé un petit peu, c'est au niveau planétaire des cultures, on est tous de cultures différentes. Et il n'y a pas une culture qui est meilleure que l'autre, c'est juste deux manières de faire. Donc pour pouvoir trouver un vivre ensemble qui soit joyeux pour tout le monde, pour que les gens puissent être pleinement eux-mêmes en relation avec les autres, c'est important de se mettre d'accord sur certaines valeurs communes qu'on conçoit ensemble. La valeur de souveraineté émotionnelle, par exemple, est une valeur pour moi importante dans les collectifs à mettre en œuvre. Pour moi, c'est une des valeurs phares. Il y a le consentement, à travers la roue du consentement, qui est aussi un atelier que je donne, la roue du consentement, qui est un atelier très important pour les collectifs, et la souveraineté émotionnelle. Pour moi, ces deux valeurs-là sont les plus importantes, le consentement et la souveraineté émotionnelle. Expliquez, souveraineté émotionnelle. Alors, la souveraineté émotionnelle, c'est ce que j'expliquais un petit peu au départ, donc, et qu'on vit dans les cercles d'empuissancement, c'est je suis responsable de trouver des solutions pleinement satisfaisantes à ce qui m'affecte. C'est ma responsabilité. Je peux me faire aider par toi, par quelqu'un d'autre, par un groupe, comme dans le cercle d'empuissancement. Mais c'est moi qui suis responsable de trouver une solution, et si je ne peux pas, je suis responsable d'aller chercher de l'aide pour trouver des pistes pleinement satisfaisantes. Donc la souveraineté émotionnelle, c'est ça. Et c'est extrêmement importante, et ce n'est pas forcément une notion égoïste. En fait, ce n'est même pas du tout une notion égoïste, c'est une notion très altruiste. Parce que pour que je sois pleinement satisfait des pistes que je vais mettre en œuvre face à mes affects, je suis obligé de prendre en compte l'autre, les autres. Parce que si je ne les prends pas en compte, ça va revenir vers moi sous forme de ne pas être aimé, de ne pas, les gens ne viennent pas vers moi parce que j'ai eu un comportement trop égoïste. Donc du coup, un comportement égoïste n'est pas une solution dans la souveraineté émotionnelle. Si je prends en compte l'autre, les autres, et bien à ce moment-là, je ne suis pas assuré, mais en tout cas, j'optimise en fait ma relation à l'autre. J'essaye de cultiver, de nourrir la relation à l'autre. Et c'est en nourrissant la relation à l'autre, en utilisant aussi la relation authentique par exemple, qu'on a moins de chances d'être affecté ou d'être affecté dans nos émotions individuelles. Du coup, si tout le monde adopte la souveraineté émotionnelle, je pense qu'on réduira énormément le nombre de conflits sur Terre. Alors, qu'est-ce que j'observe, moi, depuis 2015, à peu près que je suis en France, 2015-2016, j'observe que depuis une dizaine d'années, un peu moins d'une dizaine d'années, il y a beaucoup de collectifs qui se sont créés.
qui n'existait pas avant. Et au moment où nous, on cherchait un collectif, il n'y avait pas énormément d'offres. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'offres. Alors, ça ne veut pas dire que les projets marchent bien. Je pense que dans l'ensemble, c'est pas facile de faire fonctionner un collectif. Il y a beaucoup de collectifs différents en France, mais il y en a peu qui marchent bien durablement, enfin depuis longtemps. Et pourquoi? Je pense que c'est surtout les causes d'échec. Ça peut être des causes financières, mais c'est principalement des causes relationnelles, relations humaines. Du coup, c'est pour ça que moi je mets un focus sur la relation humaine dans mes stages, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Pour qu'un collectif fonctionne, il faut que la relation soit authentique, sincère, qu'il y ait des outils à disposition du collectif pour qu'il puisse se prendre en charge, s'autonomiser. Il faut aussi que chaque personne dans le collectif soit pleinement lui-même, elle-même. Parce que si on se met au service du groupe et qu'on s'oublie, tôt ou tard, ça ne va pas fonctionner. Donc moi, ce que je pense qui est extrêmement important, et la relation authentique aide à cela, c'est comment être pleinement soi-même en relation avec les autres. Si on parvient à être pleinement soi-même en relation avec les autres, je pense qu'on diminue énormément les risques d'échec au niveau du collectif. Après, avoir une raison d'être, avoir des valeurs, avoir des outils de facilitation, des outils de prise de décision, de gestion de conflits, bien sûr que c'est important et il faut en avoir. Mais il y en a beaucoup différents qui s'appliquent. Chaque outil en fait, ou chaque collectif plutôt, doit trouver les outils qui lui conviennent. Il y a des outils qui sont plus structurés, il y a des outils qui sont plus organiques. Et il n'y a pas un outil qui convient à tout le monde. La seule chose que je dirais, c'est que de mon expérience, les cercles d'empuissancement et les ateliers de relations authentiques peuvent s'appliquer à tous les collectifs. Parce qu'il n'y a pas de moyen de rater ces ateliers. Enfin, forcément, il y a quelque chose qui va en sortir. Par contre, pour les outils de prise de décision, il y a différents outils qui existent et dans chaque collectif et pour chaque type de décision à prendre, il faut trouver le bon outil. Et s'il n'existe pas, l'inventer. Moi, je suis pour l'expérience, donc avancer par essai et erreur ou réussite, faire l'expérience d'un outil, voir s'il fonctionne. S'il ne fonctionne pas, on le change. Ou soit on le fait évoluer, soit on en prend un autre. Donc l'expérience, c'est quelque chose qui est inspiré de la nature. Les arbres, les plantes, elles se développent, elles font l'expérience de la réussite ou de l'échec. Et que ce soit la réussite ou l'échec, on apprend de la même manière. La permaculture, c'est s'inspirer de la nature pour faire les choses. La gouvernance partagée, elle s'inspire de la nature. La relation authentique, elle s'inspire de la nature. Chaque plante est pleinement elle-même en relation avec d'autres plantes. Elle va pas comment dirais-je, faire semblant ou essayer de séduire une plante, etc. Elle va être elle-même ce qu'elle est, son essence. Nous, l'invitation, c'est que chaque personne soit elle-même, soit dans son essence, dans sa joie d'être, dans son désir et en relation avec les autres. Donc c'est pour ça que c'est de la permaculture, c'est tellement, l'analogie avec la nature est tellement importante, quoi. Il y a notamment Frédéric Laloux qui a écrit un bouquin qui s'appelle Reinventing Organizations, qui vit dans un collectif aux États-Unis, il est belge aussi, et qui donne des cours sur l'holacratie et sur comment les entreprises, en fait lui c'est plutôt en entreprise, et c'est comment l'entreprise peut évoluer vers une organisation plus horizontale et plus inspirée de l'holacratie. Et ça marche très très bien. En fait, on voit, j'ai lu son bouquin, et on voit qu'il donne des exemples de pays où il y a
il y a de nombreuses entreprises qui utilisent, par exemple la Hollande, de nombreuses entreprises qui utilisent ce système-là, ou un système inspiré de la sociocratie, et on constate que ces entreprises-là sont des entreprises qui fonctionnent mieux dans leur secteur que celles qui ne l'utilisent pas. Donc il y a de nombreuses études qui ont été faites dans ce sens-là. Bon, moi j'ai travaillé longtemps en entreprise aussi, donc je connais les difficultés et les enjeux qui sont liés aux entreprises, les petites, moyennes ou grandes. Et donc évidemment ces organismes-là utilisent très peu la gouvernance partagée ou la sociocratie parce qu'ils sont très hiérarchiques et parce qu'il y a des enjeux de pouvoir, d'argent et autres choses qui rendent difficile l'application de la gouvernance partagée, d'une gouvernance plus horizontale. Alors il y en a qui essayent, alors il y en a qui font semblant pour se donner une bonne image, du brainwashing, mais il y en a peu, c'est assez difficilement compatible avec le capitalisme, avec l'économie de marché qui est basée sur l'argent. En fait, tant qu'on reste dans ces valeurs d'argent, je pense que c'est très difficile d'appliquer la gouvernance partagée. Donc il faudrait trouver un moyen pour sortir du produit national brut et d'aller vers le bonheur national brut. Et si on change nos critères d'évaluation de bien-être économique ou social, eh ben, à ce moment-là, on pourra introduire des outils de gouvernance partagée et autres dans l'entreprise. Tant qu'on est basé sur une production qu'on essaye d'optimiser et optimiser aussi le profit, eh ben, ça va être compliqué d'introduire de la gouvernance partagée à tous les échelons dans une entreprise. Donc ça, c'est un problème sociétal. C'est souvent un problème de système. C'est le système qui est à revoir ou à faire évoluer. Plutôt que les hommes. C'est pas les hommes, ils sont... Enfin, je ne vais pas les défendre, mais ils vivent dans ce système-là. On leur a dit, ça c'est les règles. Et ben, dans ces règles-là, il faut que vous débrouillez, que vous produisez des résultats. Ben, ils font simplement qu'appliquer les règles. En fait, le problème, c'est qu'il faut changer les règles. Changer les règles de notre société. Pour changer les règles de notre société, c'est compliqué parce qu'il faut intervenir au niveau politique, et comme le politique est fortement influencé par l'économique, le pouvoir économique, on est dans un système qui est, j'allais dire corrompu, mais ouais, en fait c'est le mot, c'est que l'État n'est plus au service des gens, du public, du citoyen. L'État est au service de l'économie. Et ça ne fonctionne pas. Donc, à mon avis, ce système va s'autodétruire, mais il est quand même relativement résilient, parce que ça fait quand même un certain temps que ça dure. Et même si on constate qu'il y a des difficultés dans certains domaines, des entreprises qui ont de plus en plus de difficultés de créer du profit, et qu'il y a la croissance à 2 chiffres, ou même la croissance qu'on a connue il y a 10 ou 20 ans, ben, il y a peu de chances qu'on la retrouve encore. Malgré tout, il y a quand même une forte résilience parce qu'il y a énormément d'argent disponible sur les marchés. Il y a des gens qui sont très très riches et qui sont capables de réinjecter dans l'économie énormément d'argent pour la maintenir en vie. Et on n'est pas prêt d'avoir épuisé tous les budgets qui existent. En plus, on fait tourner la planche à billets au niveau des banques nationales ou supranationales. Et donc, du coup, il y a une création d'argent qui se fait sans contrepartie. Et donc, on se trouve dans un système... en fait, la monnaie, c'est sans doute ce qui sous-tend tous les problèmes aussi de notre société. Donc, c'est pour ça que moi, j'encourage aussi d'utiliser des monnaies alternatives comme la June, comme les monnaies locales, et des choses comme ça. Bon, les monnaies locales, elles sont liées à l'euro, la June pas, ou le jeu, le jardin d'échange universel. Ben ça, ce sont des systèmes d'échange que nous, permaculteurs, permacultrices, nous devons essayer de développer. Autre chose que de baser notre système sur l'argent tel qu'il existe dans notre société.
Donc il y a beaucoup de choses à faire à tous les niveaux. En fait, ce que je ne veux pas, c'est que l'argent soit un obstacle à la participation au stage. J'ai envie que tout le monde puisse... Moi, en fait, ce que j'ai fait dans ma vie, c'est que je me suis beaucoup servi. Je me suis servi parce que j'ai vécu dans le monde des entreprises sans avoir la conscience que j'ai aujourd'hui sur les effets que mon comportement avait sur la société et qui n'étaient pas respectueux de la planète et voire parfois des autres personnes. Du coup, depuis que je suis rentré dans le mouvement permaculturel, ce que j'ai voulu, c'est servir. Donc moi, mon objectif, c'est servir, c'est transmettre ce que j'ai appris, ce que je connais, au plus grand nombre. Parce qu'il y a des formations qui existent, qui sont super intéressantes et que j'ai suivies moi-même, mais qui coûtent très cher. Et du coup, moi, j'ai envie de pouvoir donner accès à tout le monde à ces outils-là. Je n'ai pas envie qu'ils soient réservés aux gens qui ont de l'argent, à l'élite ou des choses comme ça. Donc moi, mon envie en servant, c'est de transmettre des outils qui peuvent coûter très cher dans d'autres formations et de les offrir en participation libre et consciente. Et jusqu'à présent, dans tous les stages que j'ai organisés, dans tous les collectifs que j'ai accompagnés ou toutes les personnes individuelles que j'ai accompagnées, le montant qui a été collecté par l'intermédiaire de la participation libre et consciente correspondait à ce que j'estimais qui correspondait au travail que j'avais réalisé. Donc, j'ai jamais été déçu jusqu'à présent au niveau de la participation libre et consciente, et donc ça m'invite aussi à continuer à le faire pour permettre à tout le monde, avec des valeurs d'inclusivité, de participer au stage. Et en même temps, ceux qui ont plus de moyens ou qui trouvent que le stage est extraordinaire, qui ont envie de contribuer plus, peuvent le faire. Et ça permet à d'autres personnes qui ont moins de ressources de pouvoir participer au stage. Voilà. Donc en fait, moi je suis en permanence ou en train de me former, d'apprendre des nouveaux outils, etc. ou en train de transmettre. Voilà, c'est à peu près ce que je fais de ma vie. Transmettre et découvrir.